Bien, alors aujourd'hui nous allons faire le tutoriel sur les Flexbox. Alors on va commencer par répondre à une question. Qu'est-ce qu'une Flexbox? Alors une Flexbox, c'est une boîte container, vous voyez ici, qu'on appelle le Flex Container. À l'intérieur de cette boîte conteneur, il y a d'autres boîtes plus petites qu'on appelle les Flex Items. Alors la spécificité réside ici dans le fait que le programmeur a un contrôle total sur la disposition, la taille, l'orientation des flex items dans le flex container. Alors en plaçant des propriétés sur le flex container, en plaçant des propriétés sur le flex item, on arrive à gérer ces aspects. Donc tout ceci a un prix malgré tout, en termes de complexité. Il y a pas mal de propriétés, pas mal de valeurs, bon, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va commencer par étudier une première propriété qui concerne l'orientation de l'axe principal et la distribution des flex items sur l'axe principal. Cette propriété s'appelle flex direction, à la pour valeur par défaut ρ, ce qui veut dire que les flex items seront distribués de la gauche vers la droite. Il y a d'autres valeurs possibles. On peut distribuer de droite à gauche avec la valeur row reverse pour flex direction. On peut distribuer du bas vers le haut avec la valeur colonne et on peut distribuer du bas vers le haut avec la valeur colonne reverse. Bon, on va faire tout de suite un exemple pour voir ce que l'on peut faire avec une flexbox. Alors je prends un petit code dans lequel j'ai déjà mis deux divs qui vont constituer mes flex items et je leur ai mis un fond coloré. Alors je vais mettre un peu de texte. À l'intérieur. Je vais les encapsuler, donc ces deux divs, dans un flex container. Voilà. Je vais refermer mon div. Bien, je vais mettre une propriété sur mon flex container. Qui est la propriété display flex. La propriété display avec la valeur flex. Bien. Donc là, je vais avoir une distribution en ligne de cellules avec une distribution en ligne de cellules de taille variable, flexible, on va dire, qui se sont calées sur la taille de leur contenu, vous voyez, mais qui sont distribuées en ligne. Alors, on a vu qu'avec le flex direction, on pouvait les distribuer en colonne, donc on va utiliser ça, on va utiliser une petite media query pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc on va prendre une petite media query. On va mettre comme valeur, on va mettre 768 pixels comme valeur, par habitude. À l'intérieur, on va recibler notre flex container. Et on va mettre, par contre, c'est la valeur de flex direction qui nous intéresse. Et on va la passer à colonne. Voilà. Bien, de cette manière, on va pouvoir avoir ce comportement qui nous intéresse, à savoir que lorsqu'on va resserrer l'écran, donc la fenêtre, pardon, donc on va passer d'une orientation en ligne à une orientation en colonne.
Donc ça, lorsqu'on a des écrans qui changent de taille, ça nous permet de gérer les aspects responsive. C'est la principale utilité de la Flexbox. Bien, nous allons continuer par l'étude des propriétés CSS que l'on peut appliquer sur le Flex Container. Donc on va commencer par la propriété Justify Content. C'est une propriété qui gère la répartition des boîtes selon l'axe principal de la boîte conteneur. Alors les valeurs que peut prendre cette propriété sont Flex Start, Flex End, Center, Space Around, Space Between, Space Evenly. Donc on va voir à quoi cela correspond. Donc on va prendre un code. Voilà. Donc on a flex direction qui est positionné à row, c'est la valeur par défaut, mais je l'ai mis de manière explicite pour que ce soit écrit, on va dire. Donc le justify content ici vaut flex start, on a mis un border, j'ai mis un border sur la boîte conteneur. Tous les flex items ici ont la même taille, une taille qui est fixée, donc une taille qui ne sera pas flexible. Et il y a trois flex items avec trois fonds différents. Donc on va regarder ce que donne la valeur flex start. Voilà, donc ce que vous pouvez remarquer, c'est déjà que le flex container, lui, prend toute la taille de son parent, en fait. Hein. Il se comporte comme un élément de type bloc, ce qui n'est pas étonnant. Et la distribution, alors ce qu'on va faire, on va mettre des chiffres, parce que les couleurs, ça ne suffit pas pour se rendre compte qu'on conserve en fait l'ordre HTML. Hein. Donc on va regarder avec des chiffres. Voilà. Donc la boîte numéro 1 est complètement sur la gauche, la 2 suit et la 3 derrière. Donc on va prendre la valeur qui suit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc la valeur qui suit c'était flex end. Donc là on va constater qu'on est dans le même ordre, mais au fond et à droite du conteneur. Bon, on va prendre maintenant la valeur qui suivait, qui était la valeur center. Donc là, on va pas être très étonné, mais on va être au centre du conteneur. On va prendre une autre valeur, qui est la valeur space around. Donc là, on va être espacé, on va voir de quelle manière. Donc si vous regardez, vous voyez, on a un espace ici, en fait, entre les flex items, ici et là à côté, qui fait à peu près le double de l'espace qui est sur le bord. Hein. On le reconnaît à ça. Alors peut-être que si on rétrécit, ça se voit mieux. Vous voyez, ça fait à peu près le double de ça. Alors il y a une autre valeur derrière en space qui s'appelle le space between. Donc là, on va avoir de l'espacement entre les flex items, hein, between, entre les flex items. Et on a une dernière valeur qui est le space evenly. Et là, on va avoir un espacement uniforme entre chaque bordure, élément, on va dire. Evenly, ça veut dire uniforme en anglais. Hein. C'est la dernière valeur de cette propriété. Bien, alors pour illustrer le fonctionnement de la propriété Justify Content, on va créer un menu. Donc je pars d'une trame de code HTML dans lequel j'ai placé un flex container, j'ai commencé à le styler, j'ai mis un flex direction arrow pour qu'on le voit, j'ai mis un petit background color, je l'ai positionné, j'ai récupéré le media query de tout à l'heure dans lequel le flex container est passé dans une flex direction colonne. Donc maintenant, je vais prendre quelques divs pour mes choix de menu. Je vais commencer par l'accueil. Ensuite, je vais prendre le HTML et CSS. Je vais prendre exemple sur ce site. Je vais continuer avec le JavaScript, le PHP.
et le MySQL. Comme vous le voyez, il y a encore du boulot. Alors, je vais positionner ici ma propriété Justify Content. Je vais prendre un space evenly, donc pour avoir un espacement uniforme. Je vais cibler mes flex items en passant par le flex container. Je vais prendre les descendants directs qui sont des divs. Ça va me permettre de positionner un petit padding dessus de 5 pixels, ça devrait suffire. Voilà. Bien, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là le menu est en ligne, il est étiré en ligne. Vous voyez, quand on resserre, il passe en colonne. Donc là, ici, on a un petit menu responsive en 2 temps, 3 mouvements. Alors, nous allons étudier les propriétés qui gèrent la distribution des flex items au niveau de l'axe secondaire. Donc ici, donc les lignes de flex item dans le flex container au niveau de l'axe secondaire. On va rester en flex direction row. Alors, elles sont au nombre de 2. La première, align items, la seconde, align content. Alors, pour la mémorisation, regardez, align items, align content. Donc, souvenez-vous, axe secondaire, on commence par align. Bien. Alors, on va regarder tout de suite, sur un exemple, ce qu'on fait avec ça. Alors, regardez ici. Donc, j'ai une seule ligne de flex items qui est distribuée au moyen de la propriété align items et qui sont centrés. Si je resserre, si je rétrécis le flex container, je suis configuré pour passer en 2 lignes, on verra comment. Ici, c'est la propriété align contents qui gère la distribution. Donc ici, on est en space between. Donc je vais vous montrer les 2 valeurs. Donc vous voyez, ça permet de gérer finement la distribution des flex items selon la configuration du flex container, selon l'étirement du flex container. Donc voilà les 2 valeurs. Donc on va étudier ces propriétés l'une après l'autre. On va commencer par align item. Donc les valeurs que cette propriété peut prendre, eh bien c'est la valeur stretch, c'est la valeur par défaut. Ensuite le flex start, flex end, center, baseline. Donc on va voir sur 3 exemples à quoi ça correspond. Donc le premier, le stretch. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce code? Il y a 3 flex items ici, dans un flex container. Donc 3 backgrounds. Une particularité au niveau des flex items, il y a une largeur, pas de hauteur. Une particularité au niveau du flex container, il y a une hauteur. Donc ça va permettre justement au flex de mettre en évidence le fait que les flex items vont s'étirer sur la taille du flex container. Donc on va mettre des chiffres, un align item stretch. On va regarder ce que ça fait. Voilà. Donc vous voyez que les flex items sur lesquels je n'avais pas mis de hauteur se sont étirés et se sont calés sur la taille du flex container. C'est ce qu'il faut voir sur cet exemple de valeur. On va passer à une autre valeur qui est la valeur flex start. Alors elle est où cette valeur là? Flex start. Donc là, une petite erreur. Donc j'ai rajouté cette fois une hauteur sur la taille des flex items. Donc vous voyez là que les flex items sont calés donc sur le début de l'axe secondaire. On va passer à une autre valeur qui est flex end. Donc là on va être calé sur la fin de l'axe secondaire.
Et on va passer une dernière valeur, enfin une valeur qui est center. Et là, center, donc on ne sera pas surpris, on est au centre de l'axe secondaire. Donc il y a maintenant une dernière valeur à voir, c'est la valeur base line. Donc ici, il faut décaler le contenu à l'intérieur des flex items. Donc on met des padding top de taille différente, on met des polices de taille différente, et on met un align items ici en baseline. Donc on va regarder ce que ça fait. Donc on voit qu'on vient s'aligner sur une ligne de base qui passe par le contenu des flex items. C'est ce qu'il faut voir sur cet exemple. Alors nous allons maintenant étudier la propriété CSS Align Content. Donc c'est une propriété qui peut prendre les valeurs stretch, flex start, flex end, center, space between, space around, space eventually. Donc on va tout de suite regarder sur un code ce que ça va donner. Donc on prend un code ici dans lequel j'ai mis alors 8 flex items dans un flex container. Il y a ici 3 classes de background qui se répartissent de manière tournante sur les flex items. Ensuite, au niveau de la hauteur des flex items, il n'y a pas de hauteur justement, et au niveau de la hauteur du flex container, il y a une hauteur de 600 pixels. Donc le but c'est de mettre en évidence le fonctionnement de la valeur stretch. Donc ce qu'on veut c'est vérifier que les flex items vont s'étirer et prendre la hauteur du flex container. Voilà. Donc il n'y a pas de hauteur, vous voyez, sur les flex items, si on regarde le code. Donc ils se sont étirés et ont pris toute la hauteur du flex container. Donc on va passer à d'autres valeurs. Donc on va passer à la valeur flex start. Pour ça, on va mettre une hauteur sur nos flex containers et on va mettre la propriété align content à flex start. Donc ici, on va se rendre compte qu'on est bien calé sur le début de l'axe secondaire. Donc on va changer de valeur, on va prendre la valeur flex end. Donc là, on va aller se caler sur la fin de l'axe secondaire. On va prendre la valeur center. Donc là, on va être centré. Ensuite, il nous reste les valeurs en space. Alors la valeur space around. Voilà. Donc vous voyez que l'espace ici est à peu près la moitié de celui-là. Ensuite, il y a la valeur space between. Voilà. La valeur space evenly. Voilà. Donc là, on a une répartition uniforme. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque justement on réduit la taille d'un flex container. Et c'est la propriété FlexWrap qui fait cette gestion, qui permet de gérer cette situation. Donc la propriété FlexWrap, elle a deux valeurs, la valeur NoWrap, qui est la valeur par défaut, la valeur wrap, et aussi la valeur wrap reverse, qui est un petit peu moins intéressante. Alors on va regarder sur un code, ici, donc là, toujours 3 flex items, dans un flex container, 3 background. Donc on a la propriété FlexWrap qui est positionnée en NoWrap, bien que ce soit la valeur par défaut. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc on rétrécit, je rétrécis le flex container,
Et qu'est-ce que je constate? Que ce sont les flex items qui se rétrécissent. Alors en effet, les flex items sont configurés par défaut pour se rétrécir lorsque le flex container rétrécit. Bien. Alors, bien entendu, on a une autre possibilité, c'est d'utiliser la valeur wrap et non pas la valeur no-wrap, ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, on va réduire la taille de notre flex container et nos flex items vont aller à la ligne. D'accord? Voilà. Alors, je précise, il faut quand même le remarquer, que nos flex items se sont toujours configurés pour se rétrécir. On n'a rien touché à la configuration par défaut. Donc ça, on le verra plus tard. C'est FlexWrap qui décide, c'est la propriété FlexWrap qui décide quelle que soit la configuration des flex items et leur capacité à se rétrécir ou pas. Alors maintenant, nous allons étudier les propriétés qui s'appliquent directement sur les flex items. Donc on va commencer par la propriété order. La propriété order gère l'ordre d'apparition des flex items dans le flex container. Alors par défaut, la valeur vaut 0, ce qui veut dire que par défaut, l'ordre d'apparition des flex items dans le flex container, c'est l'ordre du code HTML. Et sinon, vous avez la possibilité de mettre un entier positif et de gérer au cas par cas l'ordre d'apparition. Donc on va voir ce que ça donne au niveau d'un code. Donc ici, toujours pareil, 3 flex items, un flex container, 3 backgrounds. Donc là, on n'a aucune position order de positionner. Hein, on n'a aucun ordre order de positionner, donc c'est 0 par défaut. Donc on va constater que c'est l'ordre HTML. HTML 1, 2 et 3. Regardez le code. Donc il n'y a aucune propriété order de positionner. Donc on va rajouter un ordre différent. Regardez. On va mettre sur la boîte 1 le numéro 1, sur la boîte 2 le 3, sur la boîte 3 le 2. Donc on va intervertir l'ordre. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est plus l'ordre du code HTML, c'est l'ordre défini par la propriété order. Alors, nous allons étudier les propriétés qui permettent de gérer la flexibilité des flex items. Alors, par flexibilité, j'entends la capacité à s'agrandir et la capacité à se rétrécir. Alors, on va regarder tout d'abord la capacité à se grandir qui est gérée par la propriété FlexGrow. Alors, par défaut, la valeur de FlexGrow est à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de capacité à se grandir. La taille ne peut pas changer. Pour être autorisé à s'agrandir, il faut passer au moins à la valeur 1. Ensuite, on peut mettre un entier positif qui deviendra un facteur de grandissement. Alors, on va regarder sur un code ce que cela donne. Alors, on a un code traditionnel, 3 flex items, un flex container, 3 backgrounds. Ici, par contre, c'est important, on a une hauteur de 90 pixels, mais nous n'avons pas de largeur. Bon, en flex direction, on est RAW. Bien. Les flex gros sont positionnés par défaut à 0. Il faut quand même se souvenir de ça, là je ne l'ai pas écrit, hein. C'est la valeur par défaut, et c'est quand même le plus important. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que les flex items ont la largeur de quoi? Eh bien, ont la largeur de leur contenu. J'ai précisé qu'il n'y avait pas de width, donc il n'y avait pas de largeur définie. Il n'y a pas de capacité à croître, à s'agrandir, donc voilà ce que ça donne. Alors on va changer la valeur, évidemment. On va mettre des coefficients qui vont permettre le grossissement. Donc on va mettre un flex gros à 1 sur le premier flex item, 1 à 3 sur le deuxième, 1 à 1 sur le troisième. Donc on va voir ce que ça change. Donc voilà, là vous voyez que les flex items occupent la totalité de la place disponible dans le flex container. Vous voyez aussi que le flex item du milieu, qui est un facteur de grossissement de 3,
s'est agrandi de manière plus importante que les deux autres, hein. Voilà, donc ça, et c'est, ça a l'air un peu à peu près linéaire. Voilà. Bon, donc là maintenant on va passer à la propriété flex shrink, qui est la propriété duale, si j'ose dire. Donc là, ça c'est la capacité à se rétrécir. La valeur par défaut c'est 1, attention, le changement de taille est autorisé, donc le rétrécissement est autorisé. Par défaut, ça on l'a déjà vu dans des exemples précédents. Pour l'interdire, il faut passer la valeur à 0, et pour mettre un facteur de rétrécissement, il faut mettre un entier positif. Donc on va regarder ce que ça donne à nouveau sur un code. Alors c'est un code qui est à peu près identique, toujours 3 flex items, un flex container, 3 backgrounds. Alors par contre ici j'ai mis une largeur, et les flex shrink sont positionnés à 1 par défaut. Ils ne sont pas notés, mais ils sont positionnés à 1 par défaut. Donc voilà ce que ça donne. Regardez. Alors là, les valeurs sont fausses, hein. Il n'y a pas de coefficient là. Donc vous voyez que les 3 flex items se rétrécissent de la même manière. Lorsqu'on arrive à la valeur maximale, eh bien, étant donné qu'on est positionné à 0 pour la capacité de croître, le container, lui, continue à s'agrandir, mais pas, les flex items ne suivent pas, hein. Là, je mélange avec la propriété précédente, hein. Bien. Alors, on va changer ces valeurs. On va mettre des facteurs de rétrécissement. 1, 3, 1. Donc, c'est ces valeurs-là qu'on retrouve ici. 1, 3, 1. On va voir ce que ça donne. Donc, vous allez constater ici que, ici au centre, le flex item du centre a une capacité à se rétrécir plus rapidement que les autres. Voilà. Alors, nous allons étudier maintenant une propriété qui sert à donner des tailles à nos flex items et qui s'appelle flex basis. Alors vous allez me dire, mais depuis le début du tuto, on donne bien des tailles à nos flex items, on se sert de width, on se sert de height, et on n'a eu aucun problème. Alors c'est normal. Pourquoi? Parce que la valeur de flex basis, elle le vaut auto par défaut. Et dans ces conditions, les tailles des flex items sont les tailles qui sont spécifiées dans width ou dans height. Bon, en l'absence de width ou de height, les flex items, on a vu que les flex items prenaient la taille de leur contenu. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on met une valeur en pixels sur le flex basis. Bon, on va prendre un code. Ici. Donc, on a notre structure traditionnelle. Sauf qu'ici, regardez, sur chaque flex item, on a demandé une valeur de flex basis de 200 pixels. On a une flex direction qui vaut ρ. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc ici, les 200 pixels, nous les retrouvons sur la largeur. En hauteur, c'est la taille du contenu. Alors on va passer maintenant en colonne, au niveau du flex direction. Et là, nos 200 pixels, on va les retrouver au niveau de la hauteur de notre flex item, de nos flex items. Donc vous voyez que selon la valeur ρ colonne, la valeur de flex basis se retrouve soit au niveau de la largeur des flex items, soit au niveau de leur hauteur. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de flex basis. Alors on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'on s'en est pas servi, mais lorsqu'on utilise width et height, on est soumis aux mêmes contraintes que pour
des éléments traditionnels de type div, des contraintes min-width, max-width, ou pareil, enfin l'équivalent pour la hauteur. Alors lorsqu'on utilisera FlexBasis, on sera soumis aux mêmes contraintes. Alors on va regarder ce que ça donne dans un premier code, donc un code traditionnel. Ici, vous voyez que j'ai placé une valeur pour FlexBasis de 20 pixels, une valeur pour min-width de 200 pixels. Donc vous allez voir bien sûr que c'est min-width qui va en quelque sorte l'emporter, et donc vos flex items font ici 200 pixels. Hein. Bon, il y a une hauteur là qui fait à peu près 16. Voilà, donc ça se voit. Alors on va regarder également lorsque on met une contrainte sur max width, donc ça se passe ici. Donc regardez, flex basis, on demande 200 pixels, alors qu'on a un max width maximum de 20 pixels. Donc là, c'est la même chose, on va être soumis à la contrainte et on ne va pas pouvoir dépasser les 20 pixels. Donc on va regarder ce qui se passe lorsqu'il y a ce qu'on pourrait appeler un conflit, c'est-à-dire que l'on a précisé une valeur sur le flex basis et une valeur sur le width. Donc la valeur sur le flex basis c'est 200 pixels, le width c'est 20 pixels, et on est en flex direction row. Donc regardez ce qui se passe. Donc on a 200 pixels qui correspondent bien à la valeur du flex basis. Donc dans ces cas-là, la valeur de width c'est tout simplement ignorée. On ne se reporte sur la valeur de width et de height que lorsque flex basis vaut auto. Pour terminer, on va parler du raccourci flex. Donc c'est un raccourci qui combine dans l'ordre ces trois propriétés, le flex grow, flex shrink, le flex basis. Donc évidemment il y a des valeurs, donc il y a une valeur par défaut qui est initiale, qui correspond aux valeurs par défaut des trois propriétés. Il y a les autres valeurs ici qui sont là, je ne vais pas les détailler. Il y a une valeur où on trouve un entier positif qui correspond à cette combinaison-là, un entier positif, donc un facteur de grandissement qui correspond à un entier positif, un facteur de rétrécissement de 1 et une valeur de flex basis de 0. Alors j'attire votre attention sur le fait que si par exemple vous utilisez un flex 3, ça va impliquer une valeur de flex basis de 0 ici. Alors c'est pas équivalent à l'utilisation d'un flex grow de 3 en ne touchant pas au flex basis qui lui serait en auto. L'utilisation de l'espace disponible ne sera pas identique dans les deux cas. Je vous renvoie à la spec pour plus de précision sur des sujets comme ça qui sont plus pointus. Voilà.